Le côté qui me plaît pas, plutôt, dans ce trade, c'est pas tant la raison. Là, on a commencé avec la raison du trade. On n'est pas d'accord avec, mais voici un peu la raison potentielle. Mais au-delà de la raison, au-delà de pourquoi est-ce que tu voudrais échanger Doncic, moi, ce qui m'a le plus, vraiment, le plus dérangé, c'est pas la raison, c'est l'exécution. C'est comment est-ce que tu fais ce trade. On n'est pas d'accord de base sur le fait qu'il faut, ou que tu dois, ou que tu as envie d'échanger Doncic. Ok, mais ça, c'est un débat. Après, il y a l'autre débat qui, pour moi, est plus grave, en fait. C'est comment est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour l'échanger. Et ça non, moi, je suis pas d'accord. Et donc, concrètement, de quoi je parle? C'est le fait de faire ça de manière totalement précipitée et d'obtenir en contrepartie des trucs, je dirais pas intéressants, mais parce que, voilà, il y a quand même Anthony Davis, mais clairement, je pense qu'il y a une erreur d'objectif, pour moi. Donc, je vais essayer un peu d'expliquer tout ça. Première chose, dans ce côté, l'exécution de ce trade, il y a un truc, c'est que si nous, on est choqués, bon, hein, on est choqués parce qu'on s'y attendait pas, d'accord. Ce qui est pas normal, c'est ce que rapporte pas mal de monde, d'insiders, de mecs qui bossent à ESPN. Je crois que c'est Bobby Marks qui en a parlé. Voilà, des mecs, des insiders dont le boulot est de parler aux GM, le boulot de parler aux mecs des front office. Ce qui est pas normal, c'est qu'il y a un Bobby Marks ce matin et que tout le monde ait un peu le même son de cloche qui disent ben en fait, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de mecs qui bossent dans des front office NBA qui ce matin sont choqués. Et pas choqués, pas que choqués parce que oh, on pensait pas que ça se ferait, hein, mais choqués en mode ah mais en fait on savait pas qu'il était disponible. On est aussi choqués parce que on savait pas quoi. Et d'ailleurs je pense que la réaction de plein de joueurs aussi a été un peu pareille. Mais il y a un peu cet aspect où c'est pas normal que les autres front office soient pas au courant. Et pourquoi c'est pas normal? Parce que dans un trade comme ça, mais n'importe quel trade, hein, mais qu'est-ce qui fait que tu obtiens une bonne contrepartie? C'est tu fais des enchères. Et même, on parle pas de n'importe quel trade, c'est surtout et d'autant plus primordial de faire des enchères quand tu vends sur le marché peut-être la pièce la plus rare qu'on ait eue sur le marché depuis X années. En fait, je ne saurais même pas te dire qui est la dernière star ou superstar à avoir été sur le marché comme ça. Euh, Peut-être Anthony Davis. Donc, ouais, 2019. Et bon, là encore, c'est une affaire un peu particulière parce qu'il y avait Rich Paul un peu dessous qui a fait un peu d'ingérence côté Lakers. Tiens, 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 tiens. Mais bon, bref, je sais pas si on en reparlera de ça, mais peut-être un jour. Mais ouais, clairement, t'as quand même très très rarement des joueurs aussi forts et surtout aussi jeunes sur le marché. Donc, en fait, c'est le cas dans tous les trades, hein, mais particulièrement quand tu mets en vente une pièce comme ça, pour moi, tu peux pas précipiter les choses. Sauf si, parenthèse, il y a une affaire sordide ou il y a un truc, il y a une raison pour laquelle il voulait le faire ça le plus vite possible. Fin de la parenthèse, on la dira plus, mais vous avez compris. Mais il n'y a aucune raison pour moi, hormis ça, que tu essayes de faire ça le plus vite possible et que on est 2 heures après le trade, plein de mecs d'insiders qui disent ah tiens on a parlé avec des mecs des front office, ils sont surpris en fait, ils savaient pas. Et en général c'est quand même l'élément clé, le plus révélateur de qu'un échange est pas ouf. Hein. Souvenez-vous aussi à l'époque à Liberton, quand Liberton passe des Kings aux Pacers, on a eu des retours comme quoi aussi de ah bah tiens non seulement nous spectateurs on est surpris, mais en fait, il y a plein de GM qui sortent et qui disent bah en fait, vous faites chier, quoi, parce que. Pardon pour le gros mot. Vous êtes un peu pénible parce que nous, GM, en fait, on avait des offres à faire qui étaient mieux, qui étaient plus intéressantes que celles des Pacers à l'époque. Et si on avait su que Liberton était disponible, on serait allé sur le dossier, en fait, nous aussi. Et ça, c'est vrai que bah, ça profite. À l'époque, ça avait profité à Indiana. Là, ça profite aux Lakers, mais ça ne profite ni à tous les autres et surtout ni à Dallas parce que l'intérêt pour avoir la meilleure contrepartie possible, c'est précisément de faire monter les enchères. Et bon, autant quand tu vends sur le marché, moi je sais pas, un Tobias Harris ou un Tim Hardaway Jr. ou je sais pas, je vais pas taper sur Détroit, mais quand tu mets en vente un Gabe Vincent, ou des mecs comme ça, bon, il n'y a pas d'enchères parfois. Ok, donc t'as qu'un seul acheteur, voilà, t'es coincé. Bon, la Doncic, il n'y avait pas qu'un seul acheteur. Il n'y avait pas qu'un seul. Donc, il y a cet aspect qui est un peu bizarre et qui fait que, à mon avis, hein, on a un peu cette offre qui est pas très grande. On va y arriver. Après, on a aussi appris qu'il y aurait une autre équipe qui aurait refusé Doncic. Et donc, c'est pour ça que finalement, ils ont accepté l'offre des Lakers. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y en a qu'une. Donc, je sais pas, hein, imaginons c'était peut-être Wemby aux Spurs, c'était peut-être Jokic côté Denver, c'était peut-être SGA côté OKC, c'était peut-être Giannis aux Bucks, c'était peut-être Tatum à Boston. Et la news dit l'autre équipe, la deuxième équipe qui a été démarchée, une seule autre a été démarchée, a refusé. Bon, on peut se mettre d'accord ou pas, que Denver dise non, non, on lâche pas Jokic pour Doncic, que les Spurs disent on lâche pas Wemby, ou pareil pour SGA, pareil pour Tatum. Moi, Tatum SGA, j'aurais peut-être dit oui, mais bref, c'est pas le débat. Que Milwaukee dise non pour Giannis, ça se comprend.
Ce qui est pas normal, c'est qu'il y ait qu'une autre équipe qui a été démarchée. Et qu'on n'ait pas une news comme quoi 5 ou 6 équipes ont refusé, parce que on a Denver qui a refusé, on a Milwaukee qui a refusé, et San Antonio, et Boston, et OKC, etc. quoi. Ça, c'est pas normal. On a la news que c'est une seule autre équipe qui a refusé. Ça veut dire que, imaginons par exemple, ils ont tenté, je sais pas moi, Wemby, ça veut dire qu'ils n'ont pas tenté Denver, ils n'ont pas tenté Tatum, ils n'ont pas tenté SGA, ils n'ont pas tenté Giannis, etc. Ou alors il y a que Giannis qu'ils ont tenté, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas tenté Wemby, voilà. Et je pense que quand tu as un produit de cette qualité sur le marché, bon, déjà, pour moi, tu ne le mets pas sur le marché, mais comme on a dit, évacuons ce débat, on l'a déjà fait. Mais si tu veux, une fois que tu as pris la décision de le vendre, ben finalement, vends-le, mais vends-le bien. Ne le vends pas de manière précipitée comme ça. C'est ça qui est pas normal. Et c'est ce qui fait que finalement, il n'y a pas eu d'enchère, et il n'y a pas eu une offre qui, à mon avis, a été à la hauteur de ce que devrait donner un Luka Doncic. Là, bon, il faut le dire aussi, on a affaire à un marché d'un point de vue économique. Il n'y a pas, comme tous les marchés, c'est pas une cote à l'Argus, quoi, finalement. Alors, pardon si je dis une bêtise pour les fans de voitures, vous me corrigez, hein, mais non, mais je veux dire, il n'y a pas une échelle de prix, en fait. On sait bien que c'est selon les circonstances, selon qui tu as en face. Donc, il n'y a pas forcément une proportionnalité entre le niveau de joueur et l'offre reçue en face. Voilà, c'est pas tout le temps la même chose. On le sait, parfois ça vend très cher, parfois il y a des époques ça vend pas très cher, il y a des époques et des équipes qui vont mettre beaucoup, parfois on met pas beaucoup. Pendant 10 ans, on a dit non, on arrête de donner des choix, des choix de draft non protégés. Là, finalement, ça commence à revenir. Donc voilà, le marché est très fluctuant. Mais même en prenant en compte ces fluctuations, c'est pas normal. C'est pas normal que sur une échelle de temps aussi courte, tu aies des mecs à la Gobert, à la Mitchell, ou des mecs comme ça, c'était quoi, il y a 2 ans et demi, qui partent pour 8 tours de draft, y compris des swaps, y compris parfois des non protégés. C'est pas normal que des jeunes Temeré partent pour des pics non protégés. C'est pas normal que KD de 34 ans parte pour 4 pics non protégés de Brooklyn à Phoenix. Enfin, c'est pas normal que ensuite Luka Doncic parte pour, entre guillemets, aussi peu. C'est pas normal. Et ça, c'est aussi parce que, à mon avis, l'exécution du trade a été mal faite. C'est allé beaucoup trop vite. On n'a pas eu le temps de tester le marché. Mais c'est aussi là-dessus, bon, je reviens un peu dessus, mais c'est là-dessus où moi, j'ai un petit doute. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une affaire un peu cachée, quoi? Et pourquoi est-ce que d'un coup, Dallas aurait une telle urgence à vouloir se séparer de Doncic? Je veux dire, on est quand même sur le mec qui est sous contrat. Peut-être d'ailleurs, je ne vais pas évoquer, mais peut-être aussi que Doncic avait peut-être dit, d'ailleurs, oui, non, mais de toute façon, moi je partirai de Dallas, hein, vous faites ce que vous voulez, mais moi je veux partir de Dallas. Mais déjà, premièrement, on a eu des sources comme quoi, apparemment, il ne voulait pas partir. Deuxièmement, je rappelle aussi que le Supermax, le fameux Supermax, le contrat max, mais justement pas max, Supermax, les joueurs ne peuvent le signer que dans l'équipe dans laquelle ils ont été draftés. Donc, ça fait grosso modo une différence de, je crois, 40, 50, 60 millions, je ne sais plus exactement, mais voilà. Peut-être que Doncic aurait voulu partir, mais en général, les joueurs attendent de signer le Supermax avant d'être échangés. Hein. Donc, c'était possible aussi. C'est, voilà, encore une fois, pour un peu aller contre le côté Doncic voulait partir Dallas, ça m'étonnerait, en tout cas pas de suite. Et puis même, en fait, même si vraiment Doncic voulait partir de Dallas, quelle est l'urgence là de le faire en à peine quelques jours? Est-ce qu'on n'aurait pas juste, en plus il est blessé, c'est parfait. Tu dis bah tu prends ton temps, ou alors on essaie de te soigner, ou alors même tu dis bah tant pis tu joues pas, ou alors on te refait jouer. On laisse un peu éclater que Doncic est disponible, tu laisses un peu le buzz et le truc monter, la hype pendant quelques mois. Tout le monde est au courant, donc tout le monde prépare une offre. Tu as Denver qui, de son côté, se dit tiens, on a le contrat de Jamal Murray, essayons de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer en plus à mettre dans ce package. Tu as Boston qui dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas être intéressé pour faire venir Doncic là-dedans? T'as telle ou telle équipe qui dit on a un bon jeune, mais finalement on va préparer tel package. T'as plein d'équipes qui disent ah tiens, on va essayer de récupérer là, à la deadline de février, des pics comme ça en juin prochain. Quand il y aura le vrai marché pour Doncic, on pourra essayer de donner plein de pics à Dallas. Pourquoi pas Memphis? Pourquoi pas OKC? Enfin, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, il n'y a aucune urgence. Si vraiment Doncic veut partir, t'es même pas obligé de le laisser partir gratuitement. Doncic, il est pas du tout en fin de contrat. Doncic, il est sous contrat 25, 26 et une player option pour 27, mais on ne parle pas d'une fin de contrat. Il est au minimum, il est sous contrat jusqu'en 2026, donc je veux dire, tu aurais pu totalement attendre, faire monter la sauce et publiciser, ça se dit en français, oui, je crois, voilà, faire beaucoup de bruit et laisser sortir dans les médias et laisser la sauce monter de ah, Doncic est disponible, tout le monde se prépare. Moi, je fais un channel sur le Discord, ah tiens, où va finir Luka Doncic? Non, mais j'en rigole, mais c'est un peu comme ça qu'on fait d'habitude, et c'est d'ailleurs
c'est de là aussi dont vient une partie du business de la NBA, ce côté entertainment. Parfois aussi, nous, de notre frustration, on aimerait que les choses se fassent très vite, hein, mais en général, ça prend du temps, ça prend des mois. Mais c'est pour cette raison, c'est parce qu'en fait, on prend le temps d'accepter la meilleure offre. Et surtout, voilà, un mec de 25, 26 ans, qui est encore sous contrat, qui, quand tu vas échanger pour lui, tu vas récupérer ses droits, donc tu pourras, toi, avoir un avantage pour le prolonger. Enfin, je veux dire, en fait, il n'y avait pas d'urgence, et tu aurais pu attendre à avoir une meilleure offre. Même si Doncic voulait partir. Et en l'occurrence, c'est même pas sûr qu'il voulait partir. Et donc c'est là-dessus où, encore une fois, mais l'offre, l'exécution de ce trade est mauvaise parce que non, quoi. T'as mal fait. Alors, peut-être maintenant pour expliquer pourquoi, entre guillemets, ils ont mal fait, en tout cas, quel a été leur raisonnement, parce que Dallas a eu un raisonnement. Dallas, ils sont pas incompétents. Moi, je suis pas d'accord avec leur choix, mais il y a quand même une raison pour laquelle ils ont fait ça. En gros, grosso modo, l'idée, c'était d'être compétitif et de rester compétitif. L'idée, c'était de se séparer de Doncic, mais pas de faire un reset complet. Et donc Dallas, Nico Harrison et tout Dallas, là, ils ont regardé l'effectif, ils ont dit, bon, enlevons Doncic, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on pourra avoir en retour de Doncic? Effectivement, le secteur que tu pourrais le plus renforcer, c'est, alors soit tu vas récupérer un autre porteur de balle ou un autre créateur offensif, c'est possible, soit sinon tu te dis, bon, bah, tant qu'à faire, allons chercher un intérieur star. Et c'est vrai qu'on peut quand même difficilement faire mieux que Anthony Davis. Et j'insiste un peu parce que vous le savez peut-être, mais moi je suis un très très grand fan d'Anthony Davis. Je suis légèrement au-dessus du consensus collectif sur lui parce que je valorise quand même beaucoup tout ce qui est la défense intérieure. Nous, dans notre top 100 de l'été, on met souvent des mecs top 10, top 15, top 20, parfois que sur la défense, ou voilà, Jaren Jackson, Gobert, Draymond, ils sont top 20 assez facilement pour moi parce que la défense est à ce point importante en NBA, un peu sous-estimée par beaucoup, je trouve, mais c'est pas contre Anthony Davis que je dis ça. C'est l'aspect de. En fait, l'objectif des Mavs, ça a été d'aller chercher un mec compétent pour rester compétitif plutôt que faire un reset. Voilà. Et en effet, c'est eux-mêmes qui ont dit on va être proactif, on va pas attendre les offres, on va dire qui est-ce qui nous intéresse. Et donc, ils ont vu Davis, ils ont dit on a un atout fabuleux. Davis est monstrueux et fantastique, mais comme on a Doncic, ça peut passer. Ils ont ciblé Davis, ils ont proposé, ils l'ont obtenu. Voilà pour moi un peu le raisonnement des Mavs. Ça a été ça. Ça a été plutôt que de faire le choix de dire bon, on va le laisser sur le marché, on va attendre de récupérer 8 tours de draft, dont 4 non protégés de la part de Brooklyn ou de Memphis ou je sais pas quoi, ou de OKC, plutôt même que de récupérer 20 tours de draft de OKC ou des jeunes, ou d'aller chercher Kuminga, ou non je plaisante. Non, mais d'aller chercher un top jeune de NBA. Voilà, apparemment, c'était pas trop l'objectif. Ça aurait pu être ça. Ça n'a pas été fait parce que eux voulaient rester compétitifs. Donc c'était ça l'objectif. Voilà. Et en effet, dans cette optique, Anthony Davis est un excellent choix. C'est un excellent choix. Quand tu pars de base avec cet objectif de rester une bonne équipe, même une équipe très bonne, oui, c'est vrai que Davis, c'est sans doute le choix parfait. Mais moi, là où je suis pas d'accord, c'est que quand tu te sépares de Doncic, ton objectif doit-il être de rester compétitif? Moi, je pense que non. Voilà, moi, mon désaccord, si je peux l'exprimer ainsi, il est comme ça. C'est-à-dire que eux, dans leur référentiel, avec les objectifs qui étaient les leurs, le trade a été pas mal. Cela dit, quand on dézoome un peu de ce move-là en particulier, quand on dézoome et qu'on prend en compte le contexte, l'âge, la construction d'effectifs, la construction d'équipes, etc., pour moi, dans un projet comme celui des Mavs ou n'importe qui, quand tu te sépares de ton go-to-guy de 25 ans, c'est pas pour rester entre guillemets compétitif. Pour moi, c'est l'occasion rêvée de faire le plein d'assets, de faire le plein de tours de draft, de faire le plein de jeunes potentiels ou de jeunes déjà un peu confirmés. Mais grosso modo, pour moi, il y a un reset à faire. Parce que, je peux l'expliciter aussi, mais pour moi, ils sont pas candidats au titre, en fait. Ils sont avec Davis et Kerry, je peux me tromper, mais je pense qu'ils sont pas du tout candidats au titre. Alors que, à l'époque, ils l'étaient avec Doncic. C'est ça la différence. C'est que, en fait, tu abandonnes ton statut de candidat au titre. Et donc, en fait, pour moi, je répète à chaque fois, mais finalement, être 5e ou 6e de conf et être 15e, d'un point de vue business, ok, mais d'un point de vue sportif, il n'y a presque aucune différence, quoi. Entre être deuxième partie de tableau de playoff ou finalement être dernier de la conf, ça change pas grand-chose parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul trophée en NBA. Il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est être champion. Donc, pour moi, en fait, quand tu es dans ce cas-là, et vous pouvez ne pas être d'accord d'ailleurs, mais quand tu es dans ce cas-là et que tu échanges Luka Doncic,
c'est pas pour dire bon, on va essayer de compenser bon an mal an et rester compétitif. Et donc, bah, allez, visons Anthony Davis. Non, moi je pense que l'objectif n'aurait pas dû être ceci. L'objectif aurait dû être de dire ok, on passe à autre chose, on tourne la page, mais on fait le plein d'assets, quoi. Et on fait le plein d'assets. Alors, d'ailleurs, pas que des jeunes, hein, tu aurais pu un peu tester le marché, et je sais pas, moi, obtenir, imaginez un package Darius Garland plus Jarrett Allen. Je dis n'importe quoi, hein. Mais imagine un truc comme ça. Pas forcément, je veux dire, t'es pas obligé d'aller chercher que du jeune, genre Stephen Castle ou des mecs comme ça. Mais t'aurais pu un peu tester le marché et faire un reset avec un nouveau cycle et avec des joueurs un peu plus jeunes, quoi. Là, le problème, c'est que pour moi, ok, ils sont bons, mais ils sont pas bons au point d'aller battre des OKC, d'aller battre des Denver ou des mecs comme ça, quoi. Parce que c'est un peu le truc. Quelle était la force de Dallas? Bah, c'était Doncic, quoi. Donc, en fait, j'ai un vrai problème avec l'objectif. Pour moi, l'objectif n'était pas le bon. Donc, même si le trade en soi est le bon, au final, dans leur objectif qui était le sien, moi, ça n'aurait pas dû être ça l'objectif. Déjà, de base, ils n'auraient pas dû vouloir se séparer de Doncic, mais une fois qu'ils ont pris cette décision, ils n'auraient pas dû non plus vouloir le faire en restant le meilleur possible, en restant 5, 6 ou 4 de conférence. Non, ça, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une occasion gâchée, et c'est un peu pour ça que tout le monde s'agite un peu sur Twitter et un peu partout, hein, d'ailleurs, pas que Twitter, mais on est un peu en mode bah oui, c'est cool Anthony Davis, c'est très cool, mais en fait, dans ce cadre-là, non. T'échanges pas le meilleur joueur du monde, ou pardon, le deuxième, troisième, quatrième meilleur joueur du monde de 25 ans pour finalement un cycle là qui va te durer 2, 3, 4 ans max. Tu peux pas faire ça. À la limite, si Davis avait 23, 24, 25 ans, ok, pas de problème. Pas de problème. J'aurais eu moins de problèmes en tout cas. Là non. Là, t'échanges pour du temps court en fait. Là, tu payes pour rester bon à court terme, mais tu fais pas le plein moyen et long terme comme le fait d'échanger un mec comme Doncic, aussi fort, aussi jeune, aurait dû te permettre. C'est ça le vrai problème en fait. Davis, 32 ans. Il y a aussi ça à tenir en compte. Hein. Encore une fois, il ne faut pas voir que in a vacuum, comme ils disent, ou que en soi, finalement, l'échange. Pour moi, il faut dézoomer, contextualiser, remettre un peu, voir un peu tous les éléments de contexte, et en l'occurrence, en termes de construction d'équipe, si tu te sépares de Doncic, pour moi, c'est pas pour du court terme. Donc voilà pourquoi je ne suis pas totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais la source qui nous dit que Luka Doncic n'a pas demandé de transfert et ne voulait pas forcément quitter Dallas, c'est Mark Stein. Si vous ne connaissez pas Mark Stein, qui est un des plus gros insiders qu'on ait, c'est quelqu'un qui est quand même de très très bonnes entrées à Dallas, hein, parce que c'est lui qui a suivi pendant plus de 20 ans Dirk Nowitzki, etc. Donc voilà, Mark Stein, moi, sur le sujet des Mavs, a priori, je lui fais confiance. Voilà, fin de la parenthèse.